Jean Dupousset que j'ai anticipé. Allez, Jean. Alors, Jacques m'a demandé de raconter l'histoire du CD. Alors, il faut se rappeler que le traitement chirurgical de la scoliose avant le CD, c'était l'instrumentation de Harrington avec la greffe et le plâtre, 6 à 8 mois de plâtre post-opératoire. Alors, d'où vient le CD? C'est la rencontre de deux hommes à l'esprit ouvert. En décembre 82, Yves Cottrell, qui avait une longue expérience de la scoliose, il voulait une instrumentation, une greffe stable pour se passer de plâtre post-opératoire. Et moi, je travaillais, j'avais beaucoup moins d'expérience évidemment, je travaillais et j'avais remarqué que la déformation scolotique était tridimensionnelle et que les opérations qu'on faisait jusqu'à présent étaient quand même soit en arrière avec Harrington, soit en douairière en avant. Je voulais essayer d'approcher cette correction tridimensionnelle. Yves Cottrell, bien entendu, avait parlé déjà beaucoup dans les traitements orthopédiques avec le plâtre. Il avait modifié la technique de Harrington en associant un dispositif transversal qu'il avait appelé le DDT pour diminuer le plâtre post-opératoire. Mais surtout, il avait eu une intuition géniale. Il avait créé la société Sofamor. Et à 50 ans, il a eu quelques problèmes cardiaques qui l'ont obligé à abandonner la chirurgie. Moi, comme vous le savez, j'avais fait tous ces travaux sur les 3 dimensions, sur le cône d'économie, sur la reconstruction 3D schématique en 77 avec les ordinateurs, qui nous donnaient une vraie image 3D en bleu que vous voyez de la scoliose. Et alors, nous nous connaissions parce que quand j'étais interne, Yves Cottrell était un grand ami de Pierre Queneau, mon maître. Et le samedi, je partais, je prenais le train pour aller jusqu'à Rang-du-Frier. Et pendant plus de 6 mois, je prenais un grand nombre de scolioses congénitales, parce qu'ils en avaient quelques-unes à Berck, mais pas beaucoup, alors qu'à Saint-Vincent-de-Paul, on en avait des tas. Et on travaillait régulièrement sur la classification des scolioses congénitales. Ça a duré 6 mois, 8 mois, donc on s'est connus. Et puis, bien entendu, Yves Cottrell est un des fondateurs du GES, groupe d'études de la scoliose. Et vous voyez, j'ai marqué les prénoms de ceux qui l'ont fait. Yves Cottrell, Christian Salanova, Pierre Stagnara et Pierre Queneau. Et donc, il y avait ces réunions. La première réunion avait lieu à Berck-Plage. Et puis, il y en a eu d'autres, à Lyon, à Toulouse, etc. Et puis, on s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue car Yves a eu cet accident cardiaque en octobre 75, problème de troubles du rythme, etc. Et moi, je n'en avais jamais rien su, bien que moi, je travaillais à Saint-Vincent-de-Paul, mais j'étais pas plein de temps, je travaillais à la clinique, etc. Je faisais de l'orthopédie pédiatrique, alors que c'est Raphaël Seringe qui a été le remplacer à Berck. Mais il parlait de rien du tout. Bon. Et il est revenu à Saint-Vincent-de-Paul, il a été nommé PUPH, moi, j'étais rien du tout. Mais, en décembre 82, Yves Cottrell est venu me voir. Pourquoi? Parce qu'ayant récupéré de ces troubles cardiaques, il s'était mis à travailler dans son garage en Bretagne et il avait commencé à imaginer un système pour pouvoir se passer complètement de plâtre post-opératoire. Il avait fait un vrai mécano dans son garage, il avait fabriqué les implants par la compagnie qu'il avait créée, Sofamor, et il vient me voir et il me dit, après avoir téléphoné à Pierre Queneau, et il me dit si je veux bien essayer ce mécano sur ces malades. Le mécano, c'était ça. C'était des tiges qui étaient en pointe de diamant pour pouvoir accrocher. Dans son idée, il pensait que la greffe allait s'accrocher mieux sur des tiges qui étaient en pointe de diamant, irrégulières. Le système se maintenait par des boulons que l'on cassait, décrochés, ouverts, fermés. Et le principe, pour que ce soit bien solide et rigide, c'était le rail de chemin de fer que vous voyez ici, qui avait d'abord été un peu utilisé par Gordon Armstrong au Canada, qui mettait 2 tiges de Harrington parallèles de chaque côté, mais il n'y avait pas de DDT. Et alors, moi, quand il m'a montré ce matériel, moi je lui ai dit, il y a une seule chose qui me paraît difficile, c'est pour rentrer
le bloqueur. Et si vous le faisiez plutôt conique, comme un suppositoire, ça rentrait plus facilement. Bref, et avant de décider la date opératoire, pour moi, 2 éléments ont été fondamentaux. Premièrement, l'acceptation des parents, auxquels j'ai dit, vous savez, on n'a jamais fait d'opération, mais ça peut être utile, parce qu'il n'y aura pas de plâtre après l'opération. Et puis le directeur de l'hôpital de Saint-Vincent, qui était particulièrement intelligent, et qui s'appelle Christian Père, ceux qui le connaissent le savent, que c'est quelqu'un de très très bien. Il m'a posé 2 questions. Est-ce que vous avez prévenu la famille? J'ai dit, bien évidemment. Et il me dit, s'il y a un problème, quelle va être votre tactique de repli? Oh, moi j'ai dit, c'est très simple. Si ça ne marche pas, on garde un crochet en haut, un crochet en bas, comme on fait du Harrington, donc rien ne peut se passer. Donc. Il m'a répondu, allez-y, tenez-moi au courant. Ça s'est passé comme ça. Et j'ai donc donné la date opératoire à Yves. Et alors, c'est la date que vous voyez ici. J'avais choisi un cas d'ataxie de Friedreich, d'enfant de 12 ans qui marchait. Et Yves avait fait préparer des crochets, mais des crochets, comme vous voyez, qui étaient un peu décalés dans la concavité, parce qu'il dit ça sera plus facile pour mettre la tige si c'est décalé. La chose qu'il n'avait pas imaginée, c'est que la courbure que je lui ai montrée était une courbure gauche, alors qu'il avait préparé des crochets pour une courbure droite. Ah, il m'a dit, c'est une catastrophe, on ne peut plus rien faire. J'ai dit, écoutez, monsieur, on va essayer d'y arriver. Alors, si on s'y mettait, on y arriverait bien. J'ai réussi à faire l'opération avec des crochets décalés dans le mauvais sens. Résultat des courses, à ce moment-là, on a dit, c'est plus la peine de décaler, ça ne sert à rien. Et c'est ce qui s'est passé, plus besoin de décalage. L'opération s'est passée très bien, levée dès le 2e jour, mais comme on avait mis ces 2 montages, pour rentrer la tige convexe plus facilement, on avait mis les crochets ouverts en haut. Au bout d'une dizaine de jours, le radio de contrôle a montré que du côté convexe, la tige avait sauté. Mais rien ne s'était débricolé d'autre, et d'ailleurs, je n'ai pas repris le malade, et il a consolidé d'ailleurs. Et donc, on a eu des déductions immédiates à chaque fois. Il fallait terminer en haut par des crochets fermés, etc. Et ainsi, chaque semaine, on a fait un nouveau cas et on inventait, on améliorait les implants et l'ancillaire parce que la semaine suivante, les innovations étaient prêtes parce que Yves Cotterell tarabustait les industriels qui fabriquaient ces prototypes. Et il les mettait en permanence sous pression. 3e cas, c'est une scoliose idiopathique. Et je décide d'instrumenter chaque vertèbre, une côté droit, une côté gauche, mais toutes les vertèbres étaient instrumentées. Et les tiges, à ce moment-là, étaient droites, toujours droites. On les rentrait dedans et vous voyez, le résultat était là. Alors, vers la 7e cas, la courbure était rigide, vraiment rigide. Et à ce moment-là, impossible de pouvoir la faire pénétrer dans les crochets sans la cintrer. Et en manipulant cette tige dans les crochets, je m'aperçois que les épineuses bougent. Yves, qui n'était pas habillé à cause de ses problèmes cardiaques et qui était dans un coin de la salle, je lui dis, vous savez, quand la tige est cintrée, quand on la bouge, tout se met à tourner en 1 seconde. J'avais inventé la rotation de la tige. Voilà. Et effectivement, quand on voit une tige droite cintrée, mais qu'on la regarde de profil, comme la colonne, et on voit qu'on peut arriver, si on tourne la tige, à changer à la fois la face et le profil sans problème. De sorte que vous voyez, là, pendant que l'opérateur tourne la tige, vous voyez le sens de rotation de la tige, l'aide des mains que j'ai dessinées là, aide à détordre le thorax quand on tourne le système. Et vous voyez, alors là, bon, vous ne voyez pas très bien, mais vous voyez que la tige, elle est quand même cintrée dans un sens avant la rotation et qu'elle devient droite quand elle est tournée. Et que, évidemment, quand on regarde sur la radiographie, on voit d'abord les petits dessins, et vous verrez que ça, c'est une chose importante, c'est que la stratégie cérébrale de l'implantation des crochets était très très importante pour comprendre le mouvement qui allait être fait et à quel endroit ça allait agir. Et
on voit très bien sur ces scanners qui ont été faits post-opératoires avant et après, c'était une série de scanners empilés comme ça, on voyait bien le mouvement de détorsion, réalignement qu'on avait obtenu. Donc, cette analyse 3D était importante. Importante parce que vous voyez sur la gauche, pour une syphose pure, que quand on fait une compression, le sens de mes petites flèches, en arrière, on va corriger la syphose, et que si on veut aller en sens inverse, c'est par en avant qu'il faut intervenir. Quand on est en lordose, c'est l'inverse, on va étirer, distracter en arrière ou comprimer en avant, et comme dans la scoliose, c'est dans les 3 dimensions, c'est en agissant à des zones précises, en comprimant plutôt ce qui va se passer du côté convexe et distractant du côté concave, que l'on va obtenir quelque chose. Mais avec ce système qui permettait d'agir à un seul niveau, et ça, ce que vous voyez bien sur la partie rouge de la diapositive, selon l'orientation des crochets vers le haut ou vers le bas, on pouvait avoir une action qui était particulièrement spécifique. Et que lorsqu'on était en syphoscoliose, bien sûr, à ce moment-là, et qu'on allait tourner cette tige de syphose, on allait automatiquement réobtenir la lordose qui était nécessaire, qu'on voit sur ce cas péropératoire, où on présente la tige cintrée selon ce qu'on veut comme lordose, et cette tige convexe qu'on tourne la première va permettre de rétablir la lordose que l'on veut. Et sur ce dessin, on voit très bien qu'auparavant, il faut réfléchir à quel endroit on va mettre les implants. L'apex, vous voyez à la partie moyenne, on va faire une compression vraiment de l'apex, une bonne fixation en haut pour ne pas avoir l'ennui qu'on avait eu au début, et en bas, pour rétablir l'équilibre, on voit bien que d'un côté, on va faire une compression, et de l'autre côté, une distraction. Donc cette gymnastique mentale est extrêmement importante. Mais bien sûr, quand on avait une grande scoliose comme ça, dorsale et lombaire, vous imaginez bien que le fait d'avoir cette tige cintrée qu'on va retourner, eh bien, avant la rotation, elle paraît courbe, mais qu'après la rotation, bien entendu, quand c'est suffisamment mobile, on recrée à la fois l'alignement dans le plan frontal et la syphose, lordose normale, et que l'on voit bien sur cet exemple, de sorte que plus la courbure est courte, plus c'est difficile, mais plus elle est longue, plus ça bouge, parce qu'on a beaucoup d'endroits où ça va bouger. Et bien entendu, cette réflexion préopératoire est importante, puisque une courbure comme ça, on voit que quand on fait des inclinaisons, on voit la dérotation complète qui se passe dans la région lombaire, et qu'il n'est pas nécessaire d'aller instrumenter cette région lombaire, et que si on s'en tient à la partie thoracique, eh bien, ça va suffire. Et vous voyez les moulages que je faisais à l'époque, parce qu'on n'avait pas des mesures tridimensionnelles faciles, alors je prenais des moulages avec des plates, que vous voyez ici, et qui permettaient de voir l'état préopératoire, l'état post-opératoire, vraiment dans les 3 dimensions. Et vous voyez, cette jeune fille, avec beaucoup de recul, est restée telle qu'elle était. Alors, au bout de 8 mois après le début, où on a commencé d'avoir un peu, avoir bien compris tout ce qu'on pouvait faire avec cette instrumentation, Yves Cottrell me demande, mais où on pourrait aller pour aller voir ce qui se passe, si on peut faire quelque chose chez les adultes. Alors là, moi j'ai dit, pas de problème, il faut aller voir Michel Guillaume, parce que Michel Guillaume, on était ensemble chez Monsieur Petit, on est on a bu à la même mamelle, si on peut dire, sur le plan de l'orthopédie. Et alors donc, nous voilà partis chez Michel Guillaume, mais alors la courbure était plus dure. Et donc là, on a pensé qu'il fallait qu'on prenne une petite fixation au milieu, la grande tige, qu'on rapproche les deux et qu'on essayait, avec ce rapprochement transversal, de corriger. Et ça marchait pas mal. Et donc on voyait qu'on prenait une petite tige dans la concavité, on la tournait comme on faisait, mais on ne pouvait pas tourner bien fort, de sorte qu'on était obligé, avec la grande tige, d'avoir ce rapprochement. Ce qui donnait des résultats tout à fait corrects, puisque vous voyez cette malade, qui était la première malade qu'on a opérée, vous le voyez, 20 ans après, ça n'avait pas beaucoup bougé.
Et il n'y avait pas eu Mais vous voyez, les tiges étaient encore bien droites. On ne les cintrait pas suffisamment comme il fallait le faire. Alors, bon, c'est clair que les résultats ont été améliorés, à la fois dans la qualité cosmétique, d'un seul coup, après l'opération, sans plâtre post-opératoire. Vous voyez le résultat chez cette jeune fille, où vous voyez aussi le patient était mis debout 2 jours, ou 1 jour, ou 1 heure. C'est arrivé après le réveil. Les enfants pouvaient se relever. Et donc la qualité du résultat orthopédique et fonctionnel est persistée à long terme, puisque cette petite enfant que vous voyez en 84, ben je l'ai revue 29 ans après. Vous voyez, ça n'avait pas bougé, qu'elle a 45 ans, 3 enfants, etc. Alors, bien entendu, les vis pédiculaires ont été introduits très vite, avec la collaboration de Raymond Racamille dès 85. Alors, il y a eu des têtes fermées, des têtes ouvertes, des tiges tulipes, etc. Et après, ça a été étudié avec des vis polyaxiales, etc. Bref, il a fallu inventer tous ces systèmes. Et ça a été grâce à Sofamor que tout s'est passé très facilement. Alors les applications, bien entendu, en traumatologie, montage long, montage court, dégénératif, tout ça, c'est devenu extrêmement utile à partout, puisque Yves appelait ça l'instrumentation universelle, pour que ça serve un peu à tout. Et vous voyez que même pour la fixation pienne, moi j'avais commencé de faire bien avant avec ces vis iliosacrées pour que ça tienne bien, et qu'on a adapté tout ça. À un moment, il avait dit on va mettre que des agrafes, mais les agrafes, ça ne tient pas. Il faut quelque chose qui tienne fortement, et on en est revenu à ces vis iliosacrées dont vous voyez certains résultats. Et alors, pendant que j'étais à Dallas en 87, où j'allais expérimenter, j'allais apprendre à la fois le 3D à tous ces gens des États-Unis qui n'ont toujours pas compris complètement l'affaire, il faut bien que je vous le dise. Bien vous le dire. Non, mais je vous le dis comme je le pense. Ils avaient un laboratoire qui était très bon, et j'ai pris les tiges, je les ai installées sur les corps vertébraux, et je les ai tournés devant, et j'ai dit, mais ça fait exactement la même chose qu'on peut faire derrière. Et quand on est revenu avec Hopf, on a fait le CD antérieur sans problème. Alors on peut dire quoi? Cette instrumentation, elle a introduit le début de la compréhension 3D pour les chirurgiens du rachis. Elle les a fait réfléchir sur le fait que ce qu'on voyait sur les radios, ce n'était que l'ombre chinoise de la réalité, et qu'il fallait un peu réfléchir ça dans l'espace. Et on comprenait qu'on corrigeait assez bien le plan frontal sagittal simultanément d'un seul coup. Mais l'autre génie de Yves Cotterell, car il avait plein de génie, cet homme-là, il faut quand même le reconnaître absolument, c'est qu'il avait créé et il avait fait évoluer sa société Sofamor, qui d'une toute petite société, et au départ, après a été associée avec les Américains Sofater d'Amet, et après a été complètement rachetée par la société Medtronic. Et on a continué de travailler, et moi j'ai beaucoup travaillé pour améliorer encore le système avec justement la société Medtronic, mais c'était toujours le CD initial avec beaucoup d'avantages. Alors les prises étaient plus faciles, les petits bouchons fermés, etc. Tout un tas de systèmes. Et énormément, chose extrêmement importante, depuis le début, c'est qu'on avait commencé les démonstrations opératoires à Saint-Vincent-de-Paul, et puis 8 mois après à Saint-Joseph. Et puis petit à petit, tout le monde est venu s'intéresser à ça, parce qu'il n'y avait plus de plâtre post-opératoire, parce qu'on pouvait opérer les adultes, etc. Et on a fait des cours de stratégie, de technique, partout, à Paris, à Saint-Vincent-de-Paul d'abord, après à Saint-Joseph, à Berck, à l'étranger, les premières réunions. Vous voyez, en décembre 84, c'était à peu près 2 ans après le début, parce qu'au début, pendant 1 an, on n'en a pas parlé à personne, on n'a rien dit. Sauf le directeur de l'hôpital qui me dit comment ça va. Je dis ça a l'air d'aller pas mal. Très bien, mon ami, disait-il, Christian Père. Alors vous voyez, et puis autre idée de Yves Cotterell, il a créé le GICD, groupe international, qui alliait l'enseignement et le business, parce que bien entendu, ça lui permettait de vendre après tout ce matériel. Et puis à chaque fois, il y avait un livre qui expliquait la technique, etc. Et la version finale est maintenant toujours utilisée largement dans le monde. Les principes de base restent
le socle de tous les types modernes d'instrumentation. Ils sont développés partout. La rotation de la tige reste utilisée partout avec tous les types de matériel. Dernier élément, avec tout l'argent que Yves a pu récolter de cette manière, il a rapatrié cet argent après avoir vendu sa société, ses brevets, tout le bazar. Il a rapatrié cet argent à l'Institut de France, et c'est géré par l'Institut de France, et il a créé une fondation, la fondation Yves Cotterell, qui distribue, vous voyez, depuis l'an 2000, il a déjà quand même, ils ont cette fondation, nous avons, puisque je fais partie de la fondation avec Michel Guillaume, avec 2-3 autres personnes, on a donné beaucoup d'argent pour la recherche, avec la recherche centrée sur la sclérose idiopathique, avec les axes majeurs, génétique, neuro, métabolique et biomécanique, et voilà. Et donc voilà, l'histoire du CERE, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, hein, voilà. Et puis en fin de compte, c'est vrai que ce que tu donnes aux autres, et j'aime beaucoup cet adage, voilà, ce que tu donnes est toujours à toi, et si tu le gardes pour toi, ben ça sert à rien, ça sert à personne. Il faut donc le donner, voilà. Bien, c'est Gilbert Taglan qui va faire le commentaire. Un traumatologue pour commenter. Oui, alors un traumatologue, M. Dubousset va découvrir que je ne suis pas qu'un traumatologue à quelque part. Lorsque j'étais jeune, je travaillais dans le service de Bernard Briot, et on faisait des Harrington, Et puis ces jeunes chefs de clinique m'a chargé d'analyser les radios avec lui, c'était Henri Graff. Donc vous voyez que... Et ensuite, dans mon cursus, je suis passé chez André Vincent, à l'UCL, et j'ai travaillé avec Vladek Lokitek, où je faisais des doyères Harrington. Et Jean-Paul Steib est de ma promotion, donc voilà, donc ça vous explique que j'ai quand même une certaine vision des choses. Une culture rachidienne. Et puis forcément, avec Arsène Gross, on faisait de la traumatologie, on utilisait aussi le Harrington, et ensuite les plaques de Wakami, et ensuite le domino, etc., etc. Donc énormément de choses qui se rapportent à votre travail. Et puis un jour, j'arrive aux États-Unis, et puis on me demande vous venez d'où? De France. Ah, est-ce que vous connaissez le CD? Alors j'ai dit oui, c'est le matériel de Cotterell Dubousset. Et ils m'ont dit non. CD, ça veut dire Chicken Doctor. Et pourquoi? Parce que vous aviez fait de la recherche sur le poulet et sur les déformations scoliotiques du poulet. Et CD, c'est Chicken Doctor. Donc j'ai encore appris quelque chose. Voilà. Donc maintenant, le matériel a beaucoup évolué, bien sûr en gardant le socle du CD. Et j'aurais voulu, pour lancer peut-être un peu la discussion, vous demander ce que vous pensiez des nouveaux matériels qui se mettent maintenant, comme c'est la mode, de façon mini-invasive, où on met les vis pédiculaires et on va glisser gentiment les tiges, enfin... Alors, à mon avis, tu vois, je crois que c'est une bonne chose si on peut éviter d'abîmer les muscles au maximum. Ce qui est une moins bonne chose, c'est que maintenant les internes ne réfléchissent plus quand ils arrivent dans la salle d'opération. Ils mettent des vis pédiculaires pour les scolioses partout. Toc, 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 toc. Ils ne savent plus quelle est la vertèbre apicale. Ils ne savent plus quelle est... Alors, ils obtiennent des rachis qui sont droits de face, droits de profil, mais qui n'ont plus l'harmonie que l'on essayait d'obtenir avec ces systèmes de rotation de tiges, etc. Mais c'est en train de revenir petit à petit. Mais il est sûr que le mini-invasif me plaît, en particulier pour tout ce qui est rachis dégénératif bas, parce que quand on fait de la chirurgie ouverte et qu'on détache tous ces muscles, on les dénerve. Et à partir du moment où on dénerve les muscles, il n'y a plus la proprioception, il n'y a plus tout ça. Et dans vos prothèses totales, hein, vous n'avez plus rien de sensibilité à l'intérieur de vos néo-articulations. Il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus de proprioception, le cartilage n'en a plus. Et alors donc, c'est pour ça que vous dépendez que de la mécanique. Voilà, c'est pour ça que je suis d'accord
avec le mini-invasif. Absolument. Et nous en faisons beaucoup dans la traumato, mais c'est traumato, autre chose. Hein. C'est un autre domaine. Mais c'est très très bien. Ouais. Voilà. Des questions, Jean? Ah oui, je regarde. Moi, j'aurais une question. Tu n'as pas évoqué le problème de la greffe. Ah si. Où est-ce qu'il y a une question, si, pardon? Bien sûr que si, bien sûr, il y a une greffe. Par voie mini-invasive, comment se fait la greffe? Déjà, la greffe, c'est plus compliqué, à mon avis, pour l'avivement Oui. des arcs postérieurs. Oui. Et le rôle de la greffe, il me semble relativement important. Ah, mais pour les scolioses, le mini-invasif ne se fait pas. C'est pas pour les scolioses, c'est pour la traumato, essentiellement. Et il n'y a pas toujours de greffe. J'ai entendu qu'on faisait du mini-invasif pour les scolioses précoces infantiles où on mettait un matériel Oui, sans greffe. sans greffe. Sans greffe, oui. Mais alors là, on est loin d'avoir des résultats probants pour le futur, parce que même sans greffe, ça fait de la greffe chez les petits-enfants. Quand on immobilise un rachis de petit enfant, il y a Jean-Paul qui est là-bas derrière, si on l'immobilise, on crée de la greffe, surtout si on le dépériose. Alors là, on est sûr à 100%. Alors maintenant, les techniques, même chez les petits-enfants, ça consiste à toucher le moins possible toute la partie sur laquelle on ne s'appuie pas, et où la tige passe simplement à travers le muscle, ou en espérant que ça ne fera pas de greffe. Oui, il y a une question. C'est pas sûr, ça. Jean, où en es-tu avec EOS? Ah, mais ça, c'est autre chose. C'est une autre chose. EOS, c'est encore français. C'est français aussi, EOS. Hein. Mais c'est autre chose. EOS permet d'analyser beaucoup mieux l'individu des pieds à la tête, et en particulier tout ce qui est plan horizontal. Parce que ce qu'on analyse très mal, c'est le plan horizontal. Même avec un scanner, pour pouvoir l'analyser correctement, le plan horizontal, il faut faire des scanners, et j'ai mon ami Gérard devant moi, il faut faire des tas de coupes et ensuite les empiler. Alors là, on a une idée du 3 dimensions partout, mais c'est très invasif. Alors le gros avantage de EOS, c'est ça, c'est que ça permet d'étudier à la fois comment je pourrais dire, l'équilibre dans l'espace de l'individu, et ça permet de faire des reconstructions qui sont très fiables quand elles ont été étudiées par rapport au scanner dans le plan horizontal, et ça permet de mieux comprendre tous les phénomènes de rotation, car finalement toute l'orthopédie pour moi c'est le plan horizontal. Que ce soit dans le genou, c'est toujours le plan horizontal qui pêche, c'est celui qui est le moins bien étudié, Et tu vois, quand il nous disait que son problème pour les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, et quand il faut mettre la petite broche pour redresser, c'est le plan horizontal. Tu es d'accord, hein? Et voilà. Le plan horizontal est quelque chose qui doit rentrer dans notre raisonnement orthopédique. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Jean, tu ne veux pas faire une petite conclusion sur la séance, sur l'ensemble, sur le rôle de l'innovation, le rôle de l'industrie? Je pense que tu es bien placé pour ça. Vous avez constaté, là, quand même, dans cet après-midi, vous avez constaté dans cet après-midi que toutes ces innovations, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le mettre là. Alors, mettons-le là. Alors, toutes ces innovations, elles ont un point commun. Elles ont un point commun. C'est l'intelligence de ceux qui ont pensé à la faire. Et l'intelligence de Paul Gramont de sectionner l'épine de l'omoplate et de la glisser pour augmenter le bras levier, c'est ça. Tout est parti de là. Tout est parti de l'observation, presque partout, et de l'intelligence de réfléchir. Réfléchir. Boutin, c'est la même chose. C'est très important. C'est quelque chose d'important. La deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on ne peut pas se passer de l'industrie. Il faut quand même le dire clairement, et
on ne peut pas se passer de l'industrie. Et moi, je travaille très régulièrement à l'ENSAM, avec les ingénieurs de l'ENSAM depuis là. Mais s'il n'y a pas les industriels derrière pour venir mettre un petit peu plus d'huile dans les rouages, de l'huile, c'est le financement, en réalité. Qu'est-ce que tu en penses, Laurent, hein? Tu es d'accord? Pleinement d'accord. Donc il faut... Mais il ne faut pas laisser les industriels partir, il faut essayer de les diriger. Alors après, il y a le problème de la propriété intellectuelle, ça, moi, je ne m'en suis jamais occupé, mais ça, c'est un autre problème. Et puis alors, il y a une deuxième chose, une conclusion qu'on peut prendre, qui est très importante de ce qui a été présenté, c'est ce que j'appelle l'expansion automatique. Si ça marche, ça se répand tout seul. On n'a pas besoin de publicité, pas besoin de machin, ça part tout seul. Ça c'est une chose très très importante. En arrivant à la conclusion que la copie, c'est bon signe. Et ça a déjà été dit plusieurs fois, et je partage complètement cette conclusion. Donc la France reste un pays d'innovation, et à mon avis, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jeunes parmi nous, mais il faut qu'ils le sachent, que leur cerveau va servir, mais qu'il faut qu'ils aient cette idée-là de donner leurs idées, et elles seront utilisées, et là, ça sera bien. Donc voilà, moi, ça se résume à ça, mais c'est une bonne séance qui prouve que la France tient bien le drapeau. Merci Jean pour ces cocoricots. Cette séance tout à l'honneur de l'orthopédie française. Et je profite de l'évocation des jeunes qui, je te rassure, dans 1 heure vont pouvoir te voir grâce à Internet, tu le sais, je vous le redis, et gratuitement, sans codage ni mot de passe. Et je profite de la présence de nombreux orthopédistes ici, de maîtres d'école, de chefs d'école, pour leur rappeler le prix Lépine, dédié aux jeunes chirurgiens, chercheurs, orthopédistes, qui est attribué tous les ans et qui est remis lors de notre séance solennelle. Donc, encouragez les jeunes à déposer leur dossier auprès de notre secrétariat d'académie. Avant de nous quitter, je vous remémore la séance de la semaine prochaine qui est dédiée à l'éloge de notre regretté Pierre Vert, en présence de sa famille, qui sera dite par Jean-Louis Jost, et une séance consacrée entièrement à la chirurgie bariatrique, avec la présidence de Jean Guggenheim, qui est le président de la Société française de chirurgie bariatrique et métabolique, avec tous les ténors français de cette spécialité en pleine explosion. Je vous remercie donc d'être présents et de préparer vos questions pour cette séance qui va être du même niveau qu'aujourd'hui. Merci à tous les intervenants. Merci à Jacques Caton d'avoir organisé cette excellente séance. Merci aux commentateurs et à tous ceux qui ont posé des questions. Bon retour chez vous.